ce qui sort de la rationalité pour un économiste, ce serait un agent dont le comportement n'est pas probabilisable. C'est-à-dire peut-être absolument n'importe quoi, sans qu'on puisse organiser ce n'importe quoi par une loi statistique quelconque. Alors évidemment, il y a l'agent parfaitement prévisible, qui est celui qu'on utilise le plus souvent dans un certain nombre de modèles, parce que ça permet de faire des calculs plus simples. Mais par exemple en finance, et on en parle beaucoup en ce moment, évidemment, la rationalité suppose toujours des calculs de probabilité sur l'avenir en particulier. L'agent rationnel, c'est l'agent qui utilise toute l'information à sa disposition, d'une certaine manière, pour calculer l'avenir, et dont, par conséquent, le comportement de celui qui l'observe est lui-même calculable. Je pense que la finance, c'est un des domaines frontières de la rationalité humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus rationnel que la finance. Et pourquoi? Précisément parce qu'elle se heurte à l'imprévisible. Et que pour essayer de réduire au maximum l'imprévisible pur, mais qui lui n'est pas réductible à zéro, c'est le thème du cygne noir qui a fait le succès de Nassim Taleb. Pour essayer de réduire au maximum cet événement totalement imprévisible et non calculable, eh bien, on met en œuvre des outils mathématiques extrêmement sophistiqués, et donc on est aux frontières de la rationalité. Le fait que les finances, la finance quantitative, a absorbé plus de la moitié des meilleurs mathématiciens formés dans un pays comme la France, en gros, hein, je sais pas les chiffres exacts, prouve bien quand même qu'on n'est pas dans le domaine des affects et des sentiments. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents, mais vraiment, on fait tout ce qu'on peut pour les réduire au minimum dans ce domaine-là. Moi, ma réponse à l'irrationalité macroscopique apparente, c'est le défaut de coordination. C'est le fait que les agents, la coordination entre agences, c'est quand même quelque chose qui fonctionne avec de l'information, nécessairement, et que cette information est toujours incomplète, et en plus très souvent asymétrique, hein, non partagée. Bon. Alors, comme elle est incomplète et asymétrique, elle est incomplète et asymétrique parce qu'elle est coûteuse, ou parce qu'elle n'existe pas du tout, tout simplement, ou parce qu'elle est coûteuse à acquérir, dont les gens font des arbitrages. Finalement, je préfère décider vite en univers où j'ai peu d'informations que d'attendre et d'investir dans l'accumulation d'informations pour décider plus tard. Bon. Alors tout ça engendre des comportements qui sont toujours rationnels, bien sûr, individuellement, mais qui sont de plus en plus probabilistes, et la conjonction de tout ça donne des résultats qui peuvent être un peu surprenants pour les agents. Donc moi, ma réponse, elle est là. C'est au niveau de la coordination que s'introduise, dans la complexité informationnelle des mécanismes d'interaction, c'est là que s'introduit des phénomènes de seuil, des divergences, des effondrements, des bulles avec des cracks, et tout ce qu'on peut décrire macroscopiquement. Le caractère asymétrique de l'information est en général une arme pour celui qui en sait plus, par rapport à ceux qui en savent moins. Donc on comprend bien qu'il y a des stratégies de rétention de l'information, voire des stratégies de diffusion de fausses informations, d'informations destinées à manipuler les autres. Si on voit les choses de très très loin, il est clair qu'une économie moderne, il y a beaucoup plus de flux d'informations, ils sont beaucoup plus cruciaux dans la formation des profits que la maîtrise de la matière ou même le contrôle du travail humain, quoi. Bon. Par conséquent, les jeux stratégiques et les stratégies autour de la production, de la rétention et de la circulation de l'information sont absolument essentiels dans les résultats économiques.